Alors Antoine, tu nous as ramené 2 Dato Compax Ouais. de chez Rolex. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette belle montre quantième? Donc la Dato Compax est une montre super emblématique de chez Rolex, dans le sens où c'est la montre la plus compliquée qui n'ait jamais faite, à part très récemment avec la Skydweller qui est aussi une montre compliquée, mais jusqu'alors c'était la montre la plus compliquée. Quelle est la complication de la Dato Compax? Donc on a une triple date, jour, mois, date et chrono, ce qui dans l'échelle de l'horlogerie est déjà une très belle complication. Et, Pour l'époque, pour voilà, Rolex. certainement pour l'époque, et certainement pour Rolex qui d'habitude fait des montres très robustes, très simples, avec des ébauches beaucoup moins compliquées que ça. En l'occurrence d'ailleurs, ce n'étaient pas des mouvements Rolex, mais des mouvements Valjoux, référence 72C qui sont présents dans cette montre, retravaillés par Rolex, redécorés par Rolex, donc les ponts, les pièces sont repolies, retravaillées, c'est beaucoup plus joli qu'un Valjoux de base. Mais l'ébauche, la conception même du mouvement a été faite. On le retrouve dans d'autres modèles des années 50. Voilà, plein d'autres montres de marques qui ont beaucoup moins d'écho aujourd'hui, même certaines marques qui ont disparu. Et des codes beaucoup moins importantes. Et des codes beaucoup moins importantes. J'avais par exemple il n'y a pas longtemps une Le Cheminant, une marque qui a complètement disparu et qui avait strictement le même mouvement, les mêmes inscriptions, les mêmes fonctions. Qui n'a pas une finition moins sympa. Moins sympa et pas du tout la même valeur. Évidemment. Aujourd'hui on distingue combien de références pour cette Jean-Claude Killy? Voilà, donc la Dato Compax alias Jean-Claude Killy, on expliquera pourquoi par la suite, a existé en 5 références. D'accord. La première est moins connue parce que c'était une référence non-oyster, une montre des années 40, pas étanche, avec un look un petit peu différent, qui a moins plu, qui s'est moins vendue aussi parce qu'à l'époque, dans les années 40, à la sortie de la guerre, on parle de 1946-47, l'économie européenne n'était pas au top, il y avait peu de demandes pour les montres compliquées, les gens se rabattaient sur des produits beaucoup plus terre-à-terre et voilà, l'esprit n'était pas à ça, donc elle a beaucoup moins marché, la première. Ensuite, Rolex, dans fin des années 40, sort une référence de transition, donc la 50-36, très peu connue aussi, qui est le premier prototype Oyster, donc soi-disant étanche. Alors évidemment, c'est étanche pour l'époque, c'est pas étanche comme aujourd'hui, c'est pas une montre avec laquelle il faut se prendre pour Jacques Mayol, ça tiendra pas. Mais pourquoi étanche? Parce que fond vissé, parce que couronne de boîte Oyster, poussoir étudié, lunettes étudiées, c'est une montre qui était en 2 morceaux, donc ce qui garantissait mieux l'étanchéité. Donc référence de transition 50-36, les 2 premières 47-67 et 47-68, beaucoup moins produites, beaucoup moins connues, beaucoup moins recherchées. Ensuite, après la 50-36, on passe à la 60-36, où là l'étanchéité est encore améliorée, on est début des années 50, environ 1952. Avec ce qu'on appelle le super Oyster au niveau de la tige de couronne, donc une tige de couronne mieux étudiée, un joint mieux étudié, bon, un peu plus étanche. Et finalement, à partir de 54, 57, les chiffres ne sont pas hyper précis, jusqu'à la fin de la production, plus ou moins 62. La référence 62-36 qui est la plus connue, la plus demandée, et la dernière référence, la plus emblématique. Comme ce modèle-ci, celle que j'ai amenée en acier, c'est une 62-36. Et l'or rose, c'est une 60-36. Alors pourquoi Jean-Claude Killy? Alors Jean-Claude Killy, légende du sport évidemment, mais aussi légende Rolex. Le grand public ne le sait peut-être pas tout à fait, mais depuis très longtemps, une quarantaine d'années, Jean-Claude Killy est ambassadeur. Il est aujourd'hui au conseil d'administration de Rolex et c'est quelque part l'ambassadeur le plus connu, peut-être avec Roger Federer, etc. Mais Killy, lui, bosse vraiment avec Rolex, prend des décisions de gestion, etc. Il a commencé à porter cette montre dans les années 60, donc après en fait la fin de la commercialisation, et directement Killy plus la Dato Compax, voilà, la légende, voilà, une association magnifique, et la légende est partie de là. Et ce qui est assez marrant, c'est que Rolex n'a jamais fait de pub de Killy avec ce modèle-là. Il y a des pubs de Killy avec des GMT, avec des Explorers, des D-Date, mais voilà. En tout cas, à l'époque, pas avec ce modèle-là. Sur le tard, il y a eu une récupération, mais pas à l'époque.
Et d'ailleurs, la montre Dato Compax de Kili est passée aux enchères il y a quelques années, a fait un très très beau score. D'accord. En parlant de score d'ailleurs, alors là, tu nous as ramené une super une signature Serpico et Leno. Voilà, ça c'est une montre très très rare. Donc, les plus rares de toutes les Kili sont celles en or rose. Elles existent en acier, en or jaune, en or rose. Très très belle celle-là. Voilà. Et ça, la particularité de cette montre, au-delà du fait qu'elle est en or rose, c'est que c'est une montre vendue par Serpico et Leno, qui était un dealer vénézuélien de Caracas dans les années 50-60, qui a fermé en 66. Donc très rare. Très rare, et particularité, par rapport à d'autres concessionnaires ou agents Rolex, ils avaient l'autorisation de signer les cadrans. Tiffany l'a fait aussi. Et bon, à part Serpico, Leno et Tiffany, c'était extrêmement rare qu'un cadran présente une double signature. Et donc ça représente vraiment une grosse plus-value pour la montre, parce qu'il y a une petite histoire en plus et une provenance certifiée. Et c'est encore plus rare. D'accord. Et en termes de cotes aujourd'hui? Alors, en termes de cotes, les cotes sont très élastiques parce que les états sont très variables. C'est une montre qui a entre 55 et 65 ans, donc on trouve de tout. Les très très beaux exemplaires font des scores incroyables aux enchères. Une très très belle or rose, on peut imaginer que ça vaut grosso modo 400 000 €. Une très très belle acier, en moyenne ça se négocie entre 200 et 250 000 €, mais à une vente à New York il y a 6 mois, il y en a une qui a fait 650 000 $. Voilà, cas isolé. À la vente de Genève en novembre, il y en a une qui a fait 350 000 $, qui était très belle. Donc les codes sont très 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 variables. Inversement, une montre un peu fatiguée peut se vendre à 50-60 000 €. D'accord. Très difficile d'établir une cote avec précision, parce que l'état est roi en collection, mais encore plus pour une montre pareille, où le cadran, s'il est touché, à moins de le faire repeindre à l'usine chez Rolex, mais c'est pas du tout la même chose qu'un cadran d'origine. Voilà, c'est plus du tout la même valeur. Est-ce que tu as une idée de ce que ça valait dans les années 50-60? Alors oui, ça valait pas très cher en fait. Pas très cher, ouais. À nouveau, parce que contexte de la guerre, etc., Rolex ne vendait pas tellement de montres par rapport à ce qui débite aujourd'hui. Et finalement, c'était une montre, on parlait de 220 000 lire à l'époque, lire italienne. Donc ça faisait, je pense, si on doit traduire ça en francs français, 700-800 francs français. D'accord, donc un beau placement pour l'époque. Un beau placement pour celui qui l'a gardé depuis 1956, là, effectivement. D'accord, merci Antoine. Avec grand plaisir.